Je n'ai rien dit après que ma belle-fille m'a frappé. Le matin, quand elle a vu qui j'avais appelé, elle s'est figée instantanément. Je n'ai rien dit. Même quand la main de Sophie s'est abattue sur ma joue avec une violence que je n'aurais jamais cru possible. Même quand mes lunettes ont volé à travers la cuisine ensoleillée de ma maison provençale, atterrissant avec un bruit sec sur les tomates centenaires. Même quand le goût métallique du sang a envahi ma bouche. Je suis restée là, debout près de la table en bois massif où j'avais servi tant de petits déjeuners, ma main tremblante pressée contre ma lèvre fendue, et j'ai regardé ma belle-fille Sophie avec un calme qui l'a visiblement déstabilisée. Son visage était déformé par une rage que je ne lui connaissais pas, ses yeux verts injectés de sang fixant mon téléphone portable qu'elle venait d'arracher de mes mains. L'écran affichait encore le nom qui l'avait rendue folle, Maître Durand, mon avocat. Un homme qu'elle croyait que je ne connaissais pas. Un homme dont l'existence même dans ma vie signifiait que son plan parfait, son stratagème si minutieusement élaboré, était peut-être en train de s'effondrer. Ce matin de juin 2023 restera gravé dans ma mémoire comme le moment où tout a basculé. L'odeur des lavandes qui entrait par la fenêtre ouverte se mêlait maintenant à celle de mon propre sang. Le soleil de Provence illuminait la scène avec une ironie cruelle, faisant scintiller les particules de poussière dans l'air, transformant ce moment de violence en quelque chose d'étrangement beau et terrible à la fois. Sophie respirait fort, sa poitrine se soulevant sous son chemisier de soie blanc désormais froissé par la violence de son geste. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés une heure plus tôt pendaient maintenant en mèches désordonnées autour de son visage. Elle était belle, Sophie. 38 ans, une silhouette de mannequin, un sourire qui pouvait charmer n'importe qui. C'est exactement ce qui avait séduit mon fils Pierre il y a 15 ans. Et c'est exactement ce qui lui avait permis de tromper tout le monde pendant si longtemps. Mais pas moi. Plus maintenant. Je me suis essuyé lentement la bouche avec le torchon à vaisselle brodé que ma mère m'avait offert 40 ans auparavant. Mes mains tremblaient, mais ce n'était pas de peur. C'était de rage contenue, d'années d'humiliation avalée, de sourires forcés lors des déjeuners dominicaux où je les regardais, elle et Pierre, échanger des regards complices dont je ne comprenais pas encore la signification. Sophie a fait un pas vers moi, son téléphone maintenant dans sa main libre, l'autre tenant encore le mien comme un trophée de guerre. « Tu crois que tu es maligne, Claire ?» Sa voix était basse, menaçante, si différente du ton mielleux qu'elle employait habituellement en ma présence. « Tu crois vraiment que tu vas pouvoir nous empêcher de récupérer ce qui nous revient de droit ? Ce qui vous revient de droit. » Les mots résonnaient dans ma tête avec une absurdité presque comique. Ma maison. Ma vigne. L'héritage que mes parents avaient bâti pierre par pierre, rangée de vigne par rangée de vignes. L'héritage que j'avais préservé pendant 40 ans de mariage avec mon cher Henri, maintenant cloué au lit par la maladie d'Alzheimer, transformé en ombre de lui-même dans la chambre à l'étage. L'héritage qu'il voulait m'arracher. J'ai 65 ans. Toute ma vie, j'ai été la femme silencieuse, celle qui souriait et acquiesçait, qui préparait les repas et nettoyait sans se plaindre. La bonne épouse, la bonne mère. J'ai élevé Pierre seul pendant 10 ans après que mon premier mari nous ait abandonnés pour une fille de 20 ans. J'ai travaillé comme infirmière de nuit pour payer ses études. J'ai renoncé à mes propres rêves pour qu'il puisse poursuivre les siens. Et quand j'ai rencontré Henri, cet homme doux qui m'a offert une seconde chance d'être heureuse, j'ai cru que ma vie allait enfin prendre un tournant positif. Henri m'a épousée avec mon fils. Il a adopté Pierre légalement, lui a donné son nom, l'a aimé comme son propre enfant. Il nous a ouvert les portes de sa propriété viticole en Provence, de cette vie que je n'aurais jamais pu imaginer. Et maintenant, ce même fils voulait me détruire. Sophie a agité mon téléphone sous mon nez. Je voyais l'historique d'appels, les nombreux numéros que j'avais composés ces dernières semaines. Le détective privé. L'avocat. La banque. Chaque appel était une brique dans le mur que j'étais en train de construire autour de mon avenir, un mur pour me protéger d'eux. Tu as appelé qui d'autre ? Qui d'autre tu essaies de monter contre nous ? Contre vous ? Ma voix est sortie plus faible que je ne l'aurais voulu, mais j'ai tenu son regard. Il n'y a pas de vous contre moi, Sophie. Il y a juste une vieille femme qui essaie de comprendre pourquoi sa belle-fille fouille dans ses papiers la nuit. Son visage s'est durci encore plus, si c'était possible. Oh, tu as remarqué ça ? Bien. Ça m'évitera de continuer à faire semblant. Elle a jeté mon téléphone sur la table avec une violence qui a fait sursauter le chat, Minou,
qui dormait près de la fenêtre. Écoute-moi bien, Claire. Cette maison, ces vignes, cet argent, tout ça aurait dû revenir à Pierre dès le début. Tu n'es qu'une intruse ici. Une remplaçante. Henri t'a épousée par pitié, pas par amour. Chaque mot était une gifle, mais je refusais de broncher. J'avais appris quelque chose ces derniers mois, les gens cruels adorent voir leurs victimes souffrir. Ne leur donnez pas cette satisfaction, et vous leur retirez la moitié de leur pouvoir. J'ai ramassé mes lunettes, miraculeusement intactes malgré leur chute. Les ai remises sur mon nez. Et regardé Sophie avec une clarté nouvelle. Henri m'aimait. Il m'aime encore, même s'il ne peut plus le dire. Elle a ri, un son dur et métallique qui n'avait rien d'humain. Henri ne sait même plus qui tu es. Il me prend pour sa sœur la moitié du temps. Et l'autre moitié, il demande après sa première femme, celle qui est morte il y a 20 ans. Tu n'es rien pour lui. Tu n'es rien pour personne. J'ai senti quelque chose se briser en moi à cet instant. Pas mon esprit, ni même mon cœur. Quelque chose de plus profond. La dernière illusion que j'entretenais sur ma belle-fille, sur mon fils, sur la famille que je croyais avoir construite. Le voile s'est déchiré complètement, et j'ai vu la réalité dans toute sa laideur. Il me haïssait. Il me voulait morte, ou au moins disparue, effacée, rayée de l'existence pour qu'il puisse hériter sans obstacle. Sophie a sorti son propre téléphone, a tapé quelque chose rapidement. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Pierre. Mon fils. 40 ans, grand, les cheveux noirs d'Henri, mais les yeux clairs de son père biologique. Il est entré dans la cuisine, a vu ma lèvre fendue, le sang sur le torchon, et n'a pas eu le moindre sursaut de surprise ou d'inquiétude. Seulement de l'agacement. Elle sait, a dit Sophie sans préambule. Elle a appelé un avocat. Pierre m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Du mépris pur. Comment avais-je pu ne pas remarquer ce regard avant? Combien de fois m'avait-il regardé ainsi en mon absence? Combien de fois avait-il ri de moi, la vieille idiote qui ne voyait rien? Maman, sa voix était fausse, trop douce, comme quand il était enfant et qu'il avait fait une bêtise. Tu n'as pas besoin d'avocat. On est une famille. On règle nos affaires entre nous. Famille. Le mot sonnait creux maintenant. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais défendu Pierre devant Henri quand il se plaignait des dépenses excessives de notre fils. Toutes les fois où j'avais minimisé les remarques déplacées de Sophie. Toutes les fois où j'avais fermé les yeux sur les petites anomalies que je remarquais dans nos comptes bancaires, me disant que je devais me tromper, que mon fils ne me volerait jamais. Mais il le faisait. Il le faisait. Ensemble. Tout a commencé 6 mois plus tôt, en janvier. Henri venait de recevoir son diagnostic définitif. Alzheimer en phase avancée. Le médecin m'avait pris à part, m'avait expliqué que mon mari avait peut-être encore 1 an, peut-être 2, avant de perdre complètement contact avec la réalité. J'étais dévastée. Henri était mon roc, mon ami, mon amour. L'idée de le perdre morceau par morceau, de le voir s'effacer jour après jour, me déchirait. Pierre et Sophie étaient venus nous rendre visite ce week-end-là. Ils avaient été si gentils, si prévenants. Sophie m'avait préparé du thé. Pierre avait insisté pour s'occuper de tous les aspects juridiques du traitement d'Henri. Il était l'avocat, après tout. Qui de mieux placé pour gérer ces choses compliquées? Quelle idiote j'avais été de leur faire confiance. 2 semaines après cette visite, j'avais découvert que 15 000 € avaient disparu de notre compte d'épargne commun. Quand j'avais appelé la banque, on m'avait expliqué que M. Beaumont, mon mari, avait effectué un virement vers un compte au nom de notre fils. Sauf qu'Henri ne pouvait même plus se rappeler comment utiliser un ordinateur. Quelqu'un avait falsifié sa signature. Quelqu'un qui avait accès à ses documents personnels. Quelqu'un en qui j'avais totalement confiance. J'avais confronté Pierre au téléphone. Il avait eu l'air surpris, presque offensé. Maman, c'est une erreur bancaire. Je vais arranger ça immédiatement. Mais l'argent n'était jamais revenu. Et quand j'avais insisté, Sophie avait commencé à venir me voir plus souvent, toujours avec un sourire, toujours avec une excuse pour fouiller dans le bureau d'Henri sous prétexte de chercher des documents pour les impôts ou l'assurance.
Et puis il y avait eu l'incide avec les médicaments. Henri prenait un cocktail complexe de traitements, des antidépresseurs pour gérer son anxiété, des médicaments pour ralentir la progression de l'Alzheimer, des somnifères légers pour ses insomnies. Je gérais tout méticuleusement, tenant un tableau précis des doses et des horaires. Un matin de mars, Henri ne s'était pas réveillé. Il respirait, mais impossible de le tirer de son sommeil. Panique totale. Appel des urgences. Transport à l'hôpital. Les analyses avaient révélé une surdose de sédatifs dans son système. Le médecin m'avait regardé avec suspicion. Comment aviez-vous pu vous tromper dans le dosage, Madame Beaumont? Je ne m'étais pas trompée. Jane était absolument certaine. Mais qui me croirait? Une femme de 65 ans, stressée par la maladie de son mari, pouvait facilement faire une erreur, non? C'est exactement ce que Sophie avait suggéré avec sollicitude quand elle était venue me voir à l'hôpital. Au clair, tu es tellement fatiguée. Tu as besoin d'aide. Peut-être qu'il est temps de penser à placer Henri quelque part où il sera mieux soigné. Un endroit professionnel. Un asile. Elle parlait d'un asile. Et une fois Henri placé, que resterait-il entre eux et ma maison? Rien. Je serais seule, vulnérable, facile à manipuler ou à écarter. C'est cette nuit-là, assise au chevet des Henri qui dormait paisiblement sous surveillance médicale, que j'ai commencé à réfléchir vraiment. À me rappeler tous les petits détails étranges des derniers mois. Les visites nocturnes de Sophie quand je dormais, les conversations téléphoniques qui s'interrompaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. Les regards échangés entre elle et Pierre. Les documents qu'on me demandait de signer rapidement sans vraiment les lire. Les suggestions répétées de faire une procuration générale à Pierre pour tout gérer plus facilement. Il préparait quelque chose. Quelque chose de gros. Et j'étais leur obstacle principal. Le lendemain, j'avais fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie, j'avais menti à mon fils. Je lui avais dit au téléphone que j'étais épuisée, que j'envisageais sérieusement de suivre leurs conseils et de placer Henri dans une institution. J'avais entendu le soulagement dans sa voix. Bien, maman. C'est la meilleure décision. On va t'aider avec toutes les démarches. Ne t'inquiète de rien. Puis j'avais contacté un détective privé. Un homme recommandé par une amie infirmière qui avait eu des problèmes similaires dans sa famille. Monsieur Girard était un ancien policier, la cinquantaine, l'air blasé de quelqu'un qui avait tout vu. Il m'avait écouté sans m'interrompre, prenant des notes dans un petit carnet usé. Des histoires comme la vôtre, j'en vois 3 par semaine, Madame Beaumont. Des enfants qui ne peuvent pas attendre l'héritage. Des conjoints qui veulent liquider les biens avant le divorce. Des beaux enfants qui considèrent que le patrimoine leur revient de droit. Il avait levé les yeux vers moi. La question, c'est, vous voulez juste savoir la vérité, ou vous voulez des preuves utilisables devant un tribunal? Les deux, avais-je répondu sans hésitation. Je veux tout savoir. Et je veux pouvoir me défendre. Il avait souri, un sourire triste. Bien. Parce que si vos soupçons sont fondés, vous allez avoir besoin de munitions solides. Ces gens-là ne lâchent jamais facilement. Monsieur Girard avait travaillé vite. En 3 semaines, il m'avait fourni un dossier qui m'avait glacé le sang. Des copies de virements bancaires frauduleux totalisant presque 80 000 € sur les 6 derniers mois. Des captures d'écran de conversations WhatsApp entre Pierre et Sophie où ils discutaient ouvertement de leurs plans. Des photos de Sophie sortant de chez notre notaire avec une liasse de documents. Et le plus terrifiant, un enregistrement audio d'une conversation entre eux dans leur voiture, probablement capté par un dispositif que le détective avait placé. Dans cet enregistrement, j'avais entendu ma belle-fille rire en décrivant comment elle avait ajouté des sédatifs dans le verre de lait d'Henri ce soir de mars. Pierre demandait si ça avait marché. Oh oui, répondait Sophie. Les médecins ont gobé l'histoire de l'erreur de dosage. Encore 2 ou 3 incidents comme ça, et on pourra la faire déclarer inapte à s'occuper de lui. Après ça, l'internement devient facile à justifier. J'avais vomi. Littéralement. J'avais couru aux toilettes du café où je rencontrais le détective et j'avais vomi jusqu'à ce que mon estomac soit vide. Ma belle-fille avait empoisonné mon mari. Mon fils savait et approuvait.
Ils orchestraient délibérément sa détérioration pour me faire passer pour une gardienne incompétente et prendre le contrôle de nos biens. Mais ce n'était pas le pire. Le détective avait trouvé autre chose. Une vidéo, filmée lors d'un dîner chez des amis de Pierre et Sophie en avril. On les voyait dans le jardin, un verre à la main, entourés d'autres couples. Quelqu'un avait lancé une blague sur les belles-mères envahissantes. Et Pierre avait ri. Ri en disant, au moins, la mienne ne sera plus un problème très longtemps. Soit elle craque et finit à Sainte-Marie avec les fous, soit elle nous facilite la vie et meurt d'une crise cardiaque. Dans tous les cas, d'ici 1 an, cette maison sera à nous. Sophie avait trinqué avec lui. À notre futur château en Provence, et au Maroc où on fuira pour dépenser tout ça. Ils avaient tous ri. Tous. Comme si planifier la destruction psychologique d'une femme de 65 ans était la chose la plus amusante du monde. J'étais resté 2 jours enfermé chez moi après avoir vu cette vidéo, incapable de manger, de dormir, de penser à autre chose qu'à l'ampleur de leur trahison. Henri, dans ses moments de lucidité, avait remarqué que quelque chose n'allait pas. « Claire, mon amour, tu es malade ?» avait-il demandé d'une voix tremblante. Et j'avais menti, encore, pour le protéger. « Non, mon chéri. Juste un peu fatigué. » Mais quelque chose avait changé en moi durant ces 2 jours. La tristesse s'était transformée en quelque chose de plus dur, de plus froid. De la détermination pure. Ils voulaient me détruire ? Très bien. Mais je n'allais pas leur faciliter la tâche. J'allais me battre. Et j'allais gagner. Le détective m'avait mis en contact avec Maître Durand, un avocat spécialisé dans les affaires familiales et les successions conflictuelles. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris coupés courts, regard perçant derrière des lunettes à monture rouge. Elle avait étudié le dossier que Girard avait constitué avec une attention méticuleuse. C'est solide, avait-elle fini par dire. Très solide. Avec ces preuves, on peut les poursuivre pour fraude, faux et usage de faux, tentative d'escroquerie, et même tentative d'empoisonnement. Mais elle avait levé les yeux vers moi. La question est, que voulez-vous exactement, Madame Beaumont ? La justice pénale, c'est long, incertain, éprouvant. Vous êtes prête à affronter un procès public où votre fils et votre belle-fille seront traînés dans la boue ? J'avais réfléchi longtemps avant de répondre. Non. Je ne veux pas de procès. Je veux qu'ils paient, qu'ils comprennent qu'on ne détruit pas impunément une vie, mais je ne veux pas de scandale public. Je veux récupérer mon argent, protéger Henri, et m'assurer qu'il ne puisse plus jamais me faire de mal. Maître Durand avait souri. Alors on va jouer serré. On va les frapper où ça fait mal, au portefeuille et à l'ego. Et on va le faire d'une manière qu'ils ne verront jamais venir. Le plan qu'elle avait élaboré était d'une simplicité diabolique. Première étape, sécuriser tous nos actifs. Maître Durand m'avait aidé à créer un trust familial inattaquable dont j'étais la seule bénéficiaire de mon vivant, avec Henri comme bénéficiaire secondaire. À notre mort, les biens seraient distribués selon mes volontés réelles, pas selon ce que Pierre et Sophie espéraient. La maison, les vignes, les comptes bancaires, tout était maintenant protégé par une structure juridique si complexe qu'il leur faudrait des années et des centaines de milliers d'euros en frais d'avocat pour même essayer de la contester. Deuxième étape, récupérer l'argent volé. Maître Durand avait rédigé des documents prouvant que chaque virement effectué par Pierre depuis 6 mois constituait un détournement de fonds. Elle avait également préparé des reconnaissances de dettes que j'allais faire signer à Pierre et Sophie sous un prétexte innocent. Une fois signées, ces reconnaissances deviendraient des armes juridiques redoutables. Troisième étape, la confrontation. Mais pas n'importe quelle confrontation. Maître Durand voulait que ce soit public, spectaculaire, inoubliable. Un moment où toute leur façade de respectabilité s'effondrerait devant témoins. L'occasion parfaite approchait, les 50 ans de mariage de nos voisins, les Mercier, prévus fin juin. Une grande fête où toute la communauté serait présente, y compris Pierre et Sophie qui ne rateraient jamais une occasion de se montrer dans le voisinage cossu de Provence. Et maintenant, debout dans ma cuisine avec ma lèvre fendue, face à ces 2 personnes que j'avais aimées et qui me haïssaient, je savais que j'avais fait le bon choix. Sophie m'avait frappé. Elle avait perdu son sang-froid, avait montré son vrai visage. Et elle venait de me donner une arme supplémentaire. Pierre s'est approché de moi,
a essayé de prendre un ton apaisant. Maman, on ne veut pas te faire du mal. On veut juste ce qui est juste. Tu as vécu une belle vie avec Henri. Tu as profité de sa richesse pendant 20 ans. N'est-ce pas normal que maintenant, quand il n'est plus capable de gérer ses affaires, son fils reprenne le flambeau? Son fils. Pas notre fils. Le masque tombait vraiment. Pierre ne se considérait plus comme mon enfant. Juste comme l'héritier des Henri. J'ai regardé ce homme de 40 ans qui portait le nom que je lui avais donné à la naissance, ce prénom que j'avais choisi en pensant à mon grand-père paternel, ce prénom qui signifiait Pierre, roc, quelque chose de solide et fiable. Quelle ironie cruelle. Tu n'es-ce pas le fils des Henri, ai-je dit doucement. Tu es mon fils. Henri t'a adopté par amour pour moi. Tout ce qu'il possède, il me l'a donné librement. Tu n'as aucun droit légal sur quoi que ce soit tant que je suis vivante. C'est bien le problème, a murmuré Sophie. Que tu sois encore vivante. Le silence qui a suivi cette phrase était assourdissant. Pierre a écarquillé les yeux, semblant réaliser que sa femme venait de franchir une ligne invisible. Sophie elle-même a eu l'air surprise de ce qui venait de sortir de sa bouche. Mais c'était dit. La vérité nue, brutale. Il voulait ma mort. Pas métaphoriquement. Littéralement. J'ai senti un calme étrange m'envahir. Le genre de calme qui vient quand on n'a plus rien à perdre, quand on a touché le fond et qu'il ne reste plus qu'à remonter. J'ai ramassé mon téléphone sur la table, l'ai glissé dans la poche de mon cardigan. Mes doigts ont frôlé quelque chose d'autre dans cette poche, le petit enregistreur vocal que Monsieur Girard m'avait conseillé de garder sur moi en permanence. Un appareil minuscule, activé par ma voix, qui enregistrait tout depuis le moment où Sophie m'avait frappé. Je vais monter m'occuper des Henri, ai-je dit d'une voix neutre. Quand je redescendrai, je veux que vous soyez partis. Oh non, a répliqué Sophie en me bloquant le passage. Tu ne vas nulle part. On doit parler. Vraiment parler de ton avenir. De tes options. Mes options? J'ai prescrit. Quelles options? Celles où je vous laisse me voler et je me tais? Ou celles où je résiste et vous me faites interner de force? Pierre a eu la décence de rougir légèrement. Personne ne parle d'internement forcé, maman. Mais tu dois reconnaître que tu as du mal à gérer la situation avec Henri. Tu as fait une erreur avec ses médicaments. Tu es fatigué, stressé. Ce serait mieux pour tout le monde si on prenait les choses en main. Pour tout le monde. Code pour nous. J'ai remarqué comment il évitait soigneusement mon regard, fixant plutôt un point au-dessus de mon épaule. Mon fils avait toujours été un menteur médiocre. Enfant, je pouvais toujours savoir quand il avait fait une bêtise rien qu'à la façon dont il détournait les yeux. Certaines choses ne changent jamais. Sophie a sorti une liasse de papier de son sac à main, les a étalés sur la table. J'ai reconnu les en-têtes, des formulaires de procuration, des documents de placement en institution, des autorisations médicales. Tout était déjà pré-rempli. Il ne manquait que ma signature. On a tout préparé, a-t-elle dit avec un sourire qui se voulait rassurant mais qui ressemblait plus à celui d'un requin. Tu signes ça aujourd'hui, et on s'occupe de tout. Henri sera placé dans la meilleure clinique de la région. Tu pourras même le visiter quand tu veux. Et toi, tu pourras enfin te reposer, peut-être voyager un peu. On s'occupera de la maison et des vignes. Tu n'auras plus à te soucier de rien, sauf que je n'aurai plus rien non plus. Plus de maison, plus de vignes, plus de comptes bancaires, plus de contrôle sur ma propre vie. Il me transformerait en une invitée dans ma propre existence, dépendante de leur bon vouloir, attendant qu'ils décident qu'il est temps de m'envoyer rejoindre Henri dans une institution. J'ai pris les papiers, et fait semblant de les lire attentivement. J'ai vu l'excitation briller dans les yeux de Sophie, l'espoir mal dissimulé dans ceux de Pierre. Il croyait qu'il avait gagné. Que la gifle, la menace implicite, la pression psychologique avaient finalement brisé ma résistance. Il voyait une vieille femme fatiguée, seule, effrayée. Il ne voyait pas la stratège qui se cachait derrière ce masque de soumission. J'ai reposé les papiers sur la table. D'accord, ai-je dit doucement. Je vais signer. L'air de la cuisine a semblé changer. Sophie a lâché un soupir de soulagement. Pierre a souri,
Un vrai sourire cette fois. Ils ont échangé un regard de victoire. C'était presque touchant de voir à quel point ils se croyaient intelligents. Mais pas aujourd'hui, ai-je ajouté. Je veux que mon médecin examine ces documents d'abord. Pour être sûr que c'est vraiment la meilleure option pour Henri. Je vais prendre rendez-vous avec le docteur Lefebvre demain. Le visage de Sophie s'est assombri instantanément. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de médecin pour ça. Ce sont juste des formalités administratives. Justement. Si ce ne sont que des formalités, le docteur Lefebvre n'y verra aucun problème. C'est mon médecin de famille depuis 15 ans. Je lui fais confiance. C'était un mensonge. J'avais déjà montré tous ces documents à Maître Durand qui les avait analysés avec une précision chirurgicale. Chacun d'eux était conçu pour me dépouiller complètement de tous mes droits. La procuration donnait à Pierre un contrôle total sur mes finances. Les documents de placement signifiaient qu'Henri serait envoyé dans l'institution la moins chère possible pendant qu'il liquiderait ses actifs. Les autorisations médicales leur permettraient de prendre des décisions sur ma santé sans mon consentement. C'était un kit complet d'asservissement légal. Pierre et Sophie ont échangé un regard inquiet. Ils commençaient à comprendre que je n'étais peut-être pas aussi docile qu'ils l'espéraient. Sophie a ramassé les papiers avec un geste brusque. Très bien. Montre-les à ton médecin. Mais on a besoin d'une réponse rapidement, Claire. Henri se détériore chaque jour. On ne peut pas attendre éternellement. Bien sûr. Je comprends l'urgence. L'ironie dans ma voix était subtile, probablement trop subtile pour qu'il la remarque. Ils sont partis quelques minutes plus tard, Sophie claquant la porte avec une force inutile, Pierre jetant un dernier regard coupable dans ma direction. Dès que leur voiture a disparu au bout de l'allée, j'ai sorti l'enregistreur de ma poche. La petite lumière rouge clignotait toujours. Chaque mot, chaque menace, chaque aveu était capturé. J'ai appuyé sur stop, puis j'ai monté l'escalier vers notre chambre où Henri dormait paisiblement. Mon mari ressemblait à un étranger maintenant. L'homme vigoureux qui m'avait fait danser lors de notre mariage, qui riait si fort que toute la maison tremblait, qui connaissait le nom de chaque vigne de notre propriété, cet homme avait disparu. À sa place restait une coquille fragile, un corps qui respirait mais un esprit qui s'échappait un peu plus chaque jour. Je me suis assise au bord du lit, et pris sa main dans la mienne. Ses doigts étaient froids, sa peau presque translucide. Henri, mon amour, ai-je murmuré. Je suis désolée. Désolée que notre fils soit devenu quelqu'un que nous ne reconnaissons plus. Désolée de ne pas avoir vu plus tôt ce que Sophie était vraiment. Mais je te promets sur tout ce que nous avons construit ensemble, qu'ils ne gagneront pas. Notre maison restera notre maison. Nos vignes resteront nos vignes. Et toi, tu resteras ici, avec moi, jusqu'à la fin. Il a ouvert les yeux, ces yeux bleus qui m'avaient tant fait craquer il y a 20 ans. Pendant un instant, j'ai cru voir une étincelle de reconnaissance. Claire? A-t-il murmuré d'une voix rauque. Ma Claire? Oui, mon chéri. Je suis là. Je serai toujours là. Il a souri, ce sourire doux qui me faisait encore battre le cœur, puis s'est rendormi. J'ai embrassé son front, et arrangé les couvertures autour de lui. Puis je suis redescendue et j'ai appelé Maître Durand. Ils ont mordu à l'hameçon, lui ai-je annoncé. Sophie m'a frappé ce matin. J'ai tout enregistré, y compris une menace directe sur ma vie. Un silence, puis la voix satisfaite de l'avocate. Parfait. Absolument parfait. Ça change tout le tableau juridique. On peut maintenant ajouter des charges de violence domestique et menaces de mort. Vous avez été voir un médecin pour documenter les blessures? J'y vais cet après-midi. Le docteur Lefebvre est un ami. Il sera minutieux dans son rapport. Excellent. Et pour les documents qu'ils vous ont présentés? Exactement comme vous les aviez décrits. Un kit complet de dépossession. J'ai dit que je voulais les montrer à mon médecin avant de signer. Ça nous donne quelques jours supplémentaires. Bien joué, Madame Beaumont. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Le moment est venu de passer à la phase suivante. Dans 3 jours, vous allez simuler un malaise. Un petit AVC,
rien de dramatique, juste assez inquiétant pour qu'ils pensent que leur fenêtre d'opportunité se referme. On va les pousser à agir précipitamment, à faire des erreurs. L'idée de jouer la comédie de la maladie me répugnait, mais je comprenais la logique. Des gens désespérés commettent des erreurs. Et j'avais besoin qu'ils commettent toutes les erreurs possibles. D'accord. Comment on procède ? Maître Durand m'a expliqué le plan dans ses moindres détails. Le lendemain, je devais appeler Pierre en prétendant avoir du mal à parler clairement, en me plaignant de vertige. Il accourait sûrement, verrait en moi une proie encore plus facile. Pendant sa visite, je placerai stratégiquement des documents financiers à portée de vue, des documents préparés par l'avocate qui montreraient un patrimoine encore plus important que ce qu'il imaginait. L'appât serait irrésistible. Et pendant qu'ils seront aveuglés par la cupidité, a continué Maître Durand, on finalisera la dernière partie de notre plan. J'ai contacté les organisateurs de la fête des Merciers. Ils sont d'accord pour nous laisser utiliser leur écran de projection. Officiellement, vous préparez un diaporama en l'honneur du couple. En réalité, on va projeter quelque chose de bien plus intéressant. J'ai souri pour la première fois depuis ce matin. Sophie et Pierre adoraient les apparences, adoraient se montrer devant leurs amis et voisins comme le couple parfait, la famille modèle. Voir leur véritable nature exposée devant toute la communauté serait une humiliation dont ils ne se remettraient jamais. Les jours suivants ont été une performance digne d'un Oscar. J'ai appelé Pierre le lendemain comme prévu, et simulé une voix pâteuse, des confusions légères. Il est arrivé en moins d'une heure, Sophie à ses côtés, tous deux arborant des expressions de fausse inquiétude. J'ai joué la vieille dame fragile à la perfection, titubant légèrement quand je marchais, laissant tomber des objets, répétant des questions. Et surtout, j'ai laissé traîner sur la table du salon les faux relevés bancaires préparés par Maître Durand, montrant des comptes avec des sommes faramineuses. J'ai vu les yeux de Sophie s'illuminer quand elle a aperçu ces documents. Elle a attendu que j'aille aux toilettes pour les photographier discrètement avec son téléphone. Pierre, lui, fouillait dans le bureau d'Henri, cherchant Dieu sait quoi, probablement des testaments, des actes de propriété. Il ne savait pas que tous les documents importants étaient en sécurité dans le coffre de Maître Durand. « Maman, » a dit Pierre quand je suis revenue, toujours cette fausse douceur dans la voix, on pense vraiment que tu devrais venir passer quelques jours chez nous. Pour qu'on puisse te surveiller, s'assurer que tu vas bien. Une prison dorée. C'est ce qu'ils me proposaient. Une fois chez eux, ils contrôleraient tout, mes appels, mes visiteurs, mes déplacements. Non merci, mon chéri. Je préfère rester ici avec Henri. Mais c'est gentil de vous inquiéter pour moi. Le masque de Sophie a failli craquer. On ne s'inquiète pas, Claire. On essaie de t'aider. Mais si tu refuses notre aide, ne viens pas te plaindre quand les choses tourneront mal. Une menace à peine voilée. L'enregistreur dans ma poche tournait toujours. Chaque visite était documentée, chaque conversation enregistrée. Je construisais un dossier si solide qu'aucun juge ne pourrait l'ignorer. Le jour du faux malaise est arrivé. J'étais dans le jardin, en train d'arroser mes roses, quand je me suis effondrée. Enfin, j'ai simulé un effondrement, m'assurant que Madame Petit, notre voisine, me verrait. Elle a couru vers moi, paniquée, a appelé les urgences. J'ai été transportée à l'hôpital où le docteur Lefebvre, complice de mon plan, a diagnostiqué un accident ischémique transitoire. Rien de grave, mais inquiétant pour une femme de mon âge. Il m'a gardée en observation 2 jours, assez pour que Pierre et Sophie croient que j'étais vraiment affaiblie. C'est pendant ces 2 jours à l'hôpital que Monsieur Girard a installé des caméras cachées dans ma maison, de minuscules dispositifs que Sophie et Pierre ne remarqueraient jamais. Et comme prévu, dès que j'ai été de retour chez moi, apparemment encore plus fragile qu'avant, ils ont commencé à venir quotidiennement sous prétexte de m'aider. Les caméras ont capturé des scènes incroyables. Sophie fouillant dans mes tiroirs, photographiant mes documents, même essayant d'ouvrir le coffre-fort du bureau. Pierre, lui, était au téléphone avec quelqu'un, discutant de la valeur marchande de notre propriété, des acheteurs potentiels pour les vignes. À un moment, je les ai même entendus discuter de mon hospitalisation future. Dans 3 semaines maximum, disait Sophie, elle signe tout ou elle craque complètement. De toute façon, avec ce mini AVC, on a maintenant un argument médical solide pour l'internement.
Aucun juge ne nous refusera la tutelle. Pierre acquiesçait. Et pour Henri? On le place où? L'endroit le moins cher possible. Il ne reconnaît plus personne de toute façon. Autant économiser sur ses frais pour maximiser l'héritage. Chaque mot était un poignard dans mon cœur. Mais chaque mot était aussi une munition pour la bataille à venir. Maître Durand visionnait ces vidéos chaque soir, les annotait, les archivait. Nous construisions un cas d'abus financier et psychologique tellement accablant qu'il n'aurait aucune échappatoire. Et puis est arrivé le moment le plus révélateur de tous. Une semaine avant la fête des Merciers, Sophie et Pierre sont venus déjeuner. J'avais préparé un repas simple, salade niçoise et tarte aux fruits. Nous mangions sur la terrasse, le soleil de Provence brillant doucement, les cigales chantant dans les pins. C'était une scène idyllique, presque ironique dans sa perfection. Sophie semblait de bonne humeur, complimentant ma tarte avec un enthousiasme exagéré. Après le repas, je me suis levée pour débarrasser. Laisse, maman, a dit Pierre. Repose-toi. On s'en occupe. J'ai hoché la tête, reconnaissante, et je suis entrée dans la maison, prétendant monter voir Henri. Mais je me suis arrêtée dans le couloir, juste hors de vue, et j'ai écouté. Tu crois qu'elle va vraiment signer? Demandait Pierre à voix basse. Elle n'a pas le choix, répondait Sophie. Elle est isolée, affaiblie, effrayée. Plus on la presse, plus vite elle cédera. Et si elle refuse encore, eh bien, on a toujours le plan B. Le plan B? Un accident. Elle est vieille, fragile, elle a déjà fait un mini AVC. Une chute dans l'escalier, un oubli de médicaments, n'importe quoi peut arriver. Les vieux meurent tout le temps. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon fils, mon propre fils, écoutait sa femme suggérer de me tuer, et il ne disait rien. Il ne protestait pas, ne s'indignait pas. Il réfléchissait. J'ai entendu le bruit d'un verre qu'on repose sur la table. Ce serait risqué, a finalement dit Pierre. Mais si elle s'obstine, si elle commence vraiment à creuser dans nos transactions bancaires, on n'aura peut-être pas d'autre option. Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus une hypothèse, plus une plaisanterie macabre. C'était un plan réel, discuté calmement sur ma propre terrasse, au-dessus des restes de la tarte que j'avais préparée avec amour. J'ai reculé silencieusement, suis montée dans ma chambre, me suis effondrée sur le lit à côté d'Henri endormi. Les larmes coulaient maintenant, toute la douleur que j'avais retenue pendant des semaines jaillissant d'un coup. Mais je ne pouvais pas me permettre de craquer. Pas maintenant. Pas quand j'étais si proche de la victoire. J'ai séché mes larmes, me suis recomposée. Quand je suis redescendue, Sophie et Pierre discutaient de sujets banals, sourire en place, masque parfait. Je les ai remerciés pour leur aide, leur ai dit au revoir avec tendresse. Pierre m'a même embrassé sur la joue. Un baiser de Judas. Cette nuit-là, j'ai appelé Maître Durand. Il faut accélérer le calendrier. Il parle ouvertement de m'éliminer physiquement si je ne coopère pas. Je ne me sens plus en sécurité. J'ai tout entendu, a répondu l'avocate. Les micros que Girard a installés ont capturé chaque mot. On a maintenant des preuves de conspiration en vue de meurtre. C'est terminé pour eux, Madame Beaumont. Complètement terminé. La fête des Merciers est dans 6 jours. On maintient le plan. D'ici là, je vais m'assurer que vous avez une protection discrète. Girard enverra quelqu'un surveiller la maison 24 heures sur 24. Les 6 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Je continuais à jouer mon rôle de vieille dame confuse et affaiblie, tandis que Sophie et Pierre augmentaient la pression. Ils venaient maintenant 2 fois par jour, insistant pour que je signe les papiers, me rappelant combien je serais plus heureuse une fois déchargée de toutes ces responsabilités. Sophie avait même apporté une brochure d'une résidence pour personnes âgées, un endroit lugubre aux murs jaunes délavés où les résidents erraient comme des fantômes. Regarde comme c'est bien, Claire. Ils ont un jardin, des activités. Tu te ferais des amis. Ce serait tellement mieux que d'être isolée ici. J'observais cette femme qui avait partagé tant de repas à ma table, cette femme que j'avais accueillie dans ma famille comme ma propre fille, et je ne ressentais plus rien. Ni colère, ni tristesse.
Juste une détermination froide de faire en sorte qu'elle paie pour chaque mensonge, chaque manipulation, chaque moment de cruauté. Le jour de la fête des Mercier est arrivé. Un samedi parfait, ciel bleu sans nuages, température idéale. Les Mercier avaient organisé leur célébration dans leur grande propriété, à seulement 2 kilomètres de chez nous. Ils avaient invité tout le voisinage, une centaine de personnes. Un orchestre jouait dans le jardin, des tables étaient dressées sous des tonnelles de glycine, un buffet somptueux attendait les invités. Et dans un coin, un grand écran avait été installé pour projeter des photos du couple au fil des années. Sauf que ce n'étaient pas des photos de Marie et Jean Mercier qui allaient être projetées. Je suis arrivée à 18h, habillée avec soin d'une robe de lin bleu pâle, mes cheveux blancs coiffés élégamment. J'avais camouflé le bleu sur ma joue avec du maquillage, mais le docteur Lefebvre avait pris des photos détaillées avant qu'il ne s'estompe. Pierre et Sophie étaient déjà là, resplendissants, charmant les autres invités. Sophie portait une robe blanche moulante qui attirait tous les regards. Pierre racontait des anecdotes amusantes à un groupe d'hommes qui riaient bruyamment. Ils étaient dans leur élément, ces deux-là, le centre d'attention, adulés, admirés. Plus pour longtemps. Marie Mercier m'a accueilli chaleureusement. Claire. Tu es venue. Comment tu te sens? J'ai entendu dire que tu avais eu un petit problème de santé. Ça va beaucoup mieux, merci Marie. Et félicitations pour ces 50 années. C'est merveilleux. Merci. Et merci pour le diaporama que tu as préparé. Jean est tellement touché. On le projettera vers 20h, quand tout le monde sera là. 20h. L'heure de vérité. J'ai hoché la tête, souri. Maître Durand était quelque part dans la foule, discrète, une simple invitée parmi tant d'autres. Monsieur Girard aussi, avec une équipe de 3 personnes, prêt à enregistrer chaque seconde de ce qui allait suivre. Et caché dans les buissons près de la maison, 2 gendarmes attendaient mon signal. Les heures ont passé lentement. J'ai mangé sans goût, bu du champagne sans plaisir. Sophie est venue me voir à un moment, tout sourire. Claire. Tu as l'air tellement mieux. C'est merveilleux de te voir debout. Elle cesse de pencher plus près, à murmurer. On peut parler de ces papiers lundi? Il faut vraiment qu'on règle ça rapidement. Bien sûr, Sophie. Lundi, c'est parfait. Son sourire s'est élargi. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que j'avais finalement accepté mon sort. Pauvre idiote. 20h sont arrivées. Jean Mercier a tapé sur son verre pour attirer l'attention. Mes amis, ma famille, merci à tous d'être venus célébrer ce jour spécial avec nous. 50 ans de mariage, c'est un miracle de nos jours. Des rires et applaudissements ont parcouru l'assemblée. Notre chère amie Claire a préparé un petit diaporama pour l'occasion. Claire, tu veux venir dire quelques mots? Je me suis levée, mes jambes tremblaient légèrement mais je les ai forcées à me porter jusqu'à l'estrade improvisée. J'ai pris le micro, et regardé la foule de visages familiers. Pierre et Sophie étaient au premier rang, souriants, confiants. Ils ne savaient pas ce qui allait les frapper. Merci Jean, Marie. C'est un honneur d'être ici pour célébrer votre amour. 50 ans ensemble, c'est vraiment remarquable. J'ai préparé quelque chose de spécial ce soir. Pas exactement un diaporama traditionnel, mais quelque chose d'important. Quelque chose sur la famille, la confiance, et ce qui se passe quand cette confiance est trahie. J'ai vu le sourire de Sophie vaciller légèrement. Pierre a froncé les sourcils. Mais avant qu'il ne puisse réagir, j'ai fait un signe à l'opérateur de l'écran. Les lumières se sont tamisées. Et l'écran s'est illuminé. La première image était une photo de moi et Pierre quand il était enfant, peut-être 5 ans, souriant à la caméra. Ma voix, enregistrée plus tôt, sortait des haut-parleurs. Voici mon fils Pierre. Je l'ai élevé seul pendant 10 ans après que son père nous ait abandonnés. J'ai travaillé de nuit comme infirmière pour payer ses études. Je lui ai donné tout ce que je pouvais. Maman, qu'est-ce ce que tu fais? La voix de Pierre était forte, paniquée. Arrête ça immédiatement. Mais je n'ai pas arrêté. L'image a changé, montrant maintenant une photo de mon mariage avec Henri. Quand j'ai rencontré Henri Beaumont, il a accepté Pierre comme son propre fils.
Il l'a adopté, lui a donné son nom, lui a offert une vie que je n'aurais jamais pu lui donner seule. L'assemblée était silencieuse maintenant, tous les regards fixés sur l'écran. Sophie s'était levée, essayant de se diriger vers l'opérateur de l'écran, mais Monsieur Girard lui bloquait discrètement le passage. Puis l'écran a montré des relevés bancaires. Et voici ce que mon fils et ma belle-fille ont fait en remerciement. 80 000 € détournés de nos comptes en 6 mois. Des virements frauduleux, des fausses signatures, du vol pur et simple. Des murmures horrifiés ont parcouru l'assistance. Pierre était devenu blanc comme un linge. C'est un mensonge. Un mensonge complet. Maman a perdu la tête, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Mais l'écran continuait. Maintenant apparaissaient des captures d'écran de messages WhatsApp entre Pierre et Sophie, leur conversation où ils discutaient ouvertement de leur plan pour me dépouiller. Les mots étaient projetés en grand, lisibles par tous. Dans 3 semaines maximum, elle signe tout ou elle craque complètement. L'endroit le moins cher possible pour Henri. Autant économiser sur ses frais pour maximiser l'héritage. Oh mon Dieu, a murmuré quelqu'un dans la foule. C'est horrible. Ce n'est pas fini, ai-je dit dans le micro. Il y a aussi ça. L'enregistrement audio de la conversation sur la terrasse a commencé à jouer. La voix de Sophie était claire, reconnaissable. Un accident. Elle est vieille, fragile. Une chute dans l'escalier, un oubli de médicaments. Les vieux meurent tout le temps. Et la réponse de Pierre. Ce serait risqué. Mais si elle s'obstine, on n'aura peut-être pas d'autre option. Le silence était total maintenant. Même l'orchestre s'était tu. Tous les regards étaient fixés sur Pierre et Sophie qui restaient figés, leurs visages déformés par un mélange de terreur et de rage. Sophie a essayé de parler, sa voix tremblante. C'est sorti de son contexte. On plaisantait. Les vidéos des caméras cachées ont commencé à défiler. Sophie fouillant dans mes affaires, photographiant mes documents, essayant d'ouvrir mon coffre-fort. Pierre au téléphone discutant de la vente de ma propriété. Et puis, le plus accablant, la vidéo de ce dîner en avril où Pierre riait en disant « Au moins, la mienne ne sera plus un problème très longtemps. » J'ai repris le micro. Pendant des mois, j'ai été aveugle. J'ai cru que mon fils m'aimait, que ma belle-fille me respectait. Mais ils ne voyaient en moi qu'un obstacle entre eux et l'argent d'Henri. Ils ont empoisonné mon mari. J'ai vu le visage du docteur Lefebvre dans l'assemblée, qui hochait gravement la tête, confirmant tacitement mes accusations. Ils ont planifié de m'interner de force. Ils ont discuté ouvertement de me tuer si nécessaire. Non. A hurlé Sophie. Vous ne comprenez pas. Cette femme a tout. Elle vit dans le luxe pendant que nous devons travailler. C'est injuste. Cet argent devrait revenir à Pierre. C'est l'héritage de son père adoptif. Justement, a répondu une voix calme et autoritaire. Maître Durand s'était avancé, un dossier épais dans les mains. Parlons d'héritage. Madame Beaumont a créé un trust familial il y a 3 mois. Tous ses biens, y compris ceux qu'elle possédait avant son mariage avec Henri Beaumont, sont maintenant protégés. À sa mort, ils iront à des œuvres caritatives, pas à son fils. Pierre Beaumont n'héritera pas d'un seul centime. Le visage de Pierre s'est effondré. Quoi? Non. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. Tu étais mon fils, ai-je répondu doucement. Mais un fils ne vole pas sa mère. Un fils ne planifie pas la mort de sa mère. Ce que tu es devenu, Pierre, ce n'est plus mon enfant. Sophie a explosé. Espèce de vieille garce. Tu crois que tu as gagné? On va contester ce trust. On va te traîner devant tous les tribunaux du pays. Maître Durand a souri froidement. Essayez donc. Mais vous aurez du mal à le faire depuis la prison. Elle a fait un signe. Les 2 gendarmes sont sortis des buissons, se sont dirigés vers Pierre et Sophie. Pierre Beaumont, Sophie Beaumont, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, faux et usage de faux, vol, tentative d'extorsion, et conspiration en vue de meurtre. Non. Non. Sophie essayait de reculer, mais il n'y avait nulle part où aller. Tous les invités la regardaient avec horreur et dégoût. Pierre, lui,
s'était effondré sur une chaise, la tête dans les mains. Des sanglots le secouaient. Maman, je suis désolée. Tellement désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. S'il te plaît. C'est trop tard pour les excuses, Pierre. Beaucoup trop tard. Les gendarmes les ont menottés. Sophie hurlait, se débattait. Tout ça pour de l'argent. C'était juste de l'argent. On ne lui a fait aucun mal. Pierre, lui, marchait comme un automate, le regard vide. Au moment où il passait devant moi, je me suis penchée vers Pierre. J'ai quelque chose d'autre à te montrer. J'ai sorti une enveloppe de mon sac, l'ai ouverte sous ses yeux. À l'intérieur, une photo jaunie d'une femme blonde, mince, avec un regard dur. Tu reconnais cette femme? Pierre a secoué la tête, confus. Non. Qui c'est? C'est ta mère biologique. Ton vrai père nous a quittés pour elle quand tu avais 3 ans. Elle s'appelait Sylvie Moreau. Elle travaillait comme prostituée à Marseille. Il m'a fallu des années pour retrouver sa trace. J'ai détaché une autre photo, plus récente cette fois. Et voici une photo d'elle aujourd'hui, prise il y a 2 semaines. Le visage de Pierre est devenu cendreux. Pourquoi tu me montres ça? Parce que Sophie la connaît. J'ai sorti un relevé bancaire. Regarde ses virements. 3 000 € par mois depuis 5 ans, de Sophie à Sylvie Moreau. Ta femme payait ta mère biologique pour garder le secret sur ton origine. Elle avait honte de toi, Pierre. Honte de ton passé. Elle t'utilisait pour ton héritage présumé, tout en te méprisant pour ce que tu étais vraiment. Pierre cesse de tourner vers Sophie, ses yeux remplis d'incrédulité. C'est vrai? Tu savais? Tu la payais? Sophie a détourné le regard, ses épaules s'affaissant. Qu'est-ce ce que ça change maintenant? Tout est fichu de toute façon. Ça change tout. A hurlé Pierre. Tout. Tu m'as menti pendant 5 ans. Tu m'as manipulé, utilisé. Tout ça pour l'argent d'Henri. Les gendarmes les ont séparés, les ont emmenés vers leur véhicule. Les cris de Pierre et les imprécations de Sophie s'estompaient dans la nuit provençale. Je suis restée là, debout sous les étoiles, entourée de 100 personnes qui me regardaient avec un mélange de compassion et d'admiration. Marie Mercier s'est approchée, les larmes aux yeux. Claire, je suis tellement désolée. On ne savait pas. Personne ne savait. Comment auriez-vous pu savoir? Ils étaient excellents acteurs. Mais c'est fini maintenant. Tout est fini. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon médiatique. L'histoire de la vieille dame de Provence qui avait piégé sa famille cupide a fait le tour des journaux locaux, puis nationaux. Des journalistes campaient devant ma propriété. Mon téléphone sonnait sans arrêt. Mais Maître Durand gérait tout, filtrait les appels, donnait des déclarations mesurées à la presse. Le procès a été rapide. Avec toutes les preuves que nous avions accumulées, Pierre et Sophie n'avaient aucune défense crédible. Leurs avocats ont négocié des peines réduites en échange d'aveux complets. Sophie a été condamnée à 5 ans de prison ferme pour fraude aggravée et menace de mort. Pierre, parce qu'il avait montré un certain remords et parce qu'il était techniquement moins impliqué dans la planification de la violence, a reçu 3 ans dont 1 an avec sursis. Le juge, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et au regard sévère, leur a lu le verdict avec une froideur glaciale. Vous avez trahi la confiance la plus sacrée qui existe, celle entre une mère et son enfant. Vous avez transformé l'amour en arme, la famille en champ de bataille. Et pourquoi? Pour de l'argent que vous n'aviez même pas encore hérité. Vous êtes la preuve vivante que la cupidité peut détruire tout ce qui est beau et bon dans ce monde. Sophie n'a montré aucun remords, même à la fin. Elle a regardé le juge droit dans les yeux et a dit. Je referais exactement la même chose. Cette vieille idiote ne méritait pas tout cet argent. Le juge a ajouté 2 ans supplémentaires à sa peine pour outrage à la cour. Pierre, lui, a pleuré. Il m'a regardé depuis le box des accus.